Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Plus de sécurité sur les côtes de Golfe de Guinée, c'est l'objectif des échanges des chefs d'état-major des marines des pays de la zone. Ils sont à Lomé pour leur 7e symposium. Bientôt, les communications et surtout l'itinérance des télécoms entre le Bénin et le Togo seront plus fluides. C'est l'une des décisions contenues dans l'accord signé ce jour entre l'autorité de régulation des communications ARCEP, Togo et Bénin. Et puis le Fonds national de la finance inclusive FNFI s'invite à la semaine africaine de la microfinance. Tout un espace dénommé Village FNFI pour faire découvrir aux participants ce projet du chef de l'État qui promeut l'inclusion financière au Togo. Voilà pour les titres. Le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Nyazingbe, s'est engagé à relever les défis de l'inclusion financière avec la mise en place de plusieurs mécanismes inclusifs et durables. Les résultats engrangés ces dernières années suscitent l'admiration des partenaires et font du Togo une référence en la matière. Et c'est en cela qui explique justement le choix de Lomé pour abriter la 6e semaine africaine de la microfinance. Retour sur cette politique d'inclusion financière du chef de l'État avec Ulrich Amega. Le Togo, terre de l'inclusion financière, reconnu comme référence en Afrique. Le pays affiche des progressions significatives au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon les données publiées par le gouvernement togolais en janvier 2023, conformément aux statistiques de la BCEAO, le taux d'inclusion financière dans le pays est passé de 72,2% en 2018 à 85,72% en 2021, faisant du pays la meilleure performance dans l'espace. Sur la même période considérée, le taux global de pénétration démographique des services financiers qui mesure le nombre total de points de services financiers dans le pays rapporté à la population adulte est passé de 33 points à 67. Le taux de pénétration géographique des services financiers décentralisés a également connu une progression remarquable entre 2018 et 2021, passant de 259 points à 589. Des performances qui traduisent la ferme volonté et les efforts consentis par le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, pour l'inclusion de tous les Togolais. Ceci conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale et spécifiquement l'inclusion financière. Illustration, le Fonds national de la finance inclusive FNFI, créé en 2014. Le programme, à travers ses différents produits, a permis d'octroyer près de 1 900 000 crédits pour un montant de plus de 109 milliards de francs CFA, avec taux moyen de remboursement de 95%. Le Togo s'est aussi doté d'une stratégie nationale d'inclusion financière en 2021, conduite par le ministère de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. L'ambition du chef de l'État est de booster le secteur de la microfinance en renforçant les capacités institutionnelles ainsi que l'accompagnement des acteurs, mais également l'assainissement du secteur et la facilitation à l'accès aux ressources aussi bien des bénéficiaires qu'aux institutions de microfinance. Voilà qui démontre à juste titre le choix du pays pour abriter la 6e édition de la semaine de la microfinance africaine. Des chefs de gouvernement, ministres, représentants des organisations internationales, investisseurs, chercheurs, banquiers, innovateurs et institutions de microfinance se donnent rendez-vous dans la capitale togolaise. Tous en provenance de 58 pays, dont 40 Africains, attendus à cette rencontre internationale qui s'inspirera sans aucun doute de l'expérience du Togo qui a enregistré des performances louables dans le secteur de l'inclusion financière. Durant 5 jours, plus de 70 thématiques de formation seront dispensées par des experts pour près de 1300 participants. Il s'agira ainsi de réitérer l'engagement du pays en faveur des mécanismes d'inclusion financière des populations. Et tout ce beau monde est donc déjà à Lomé et nous sommes au 3e jour de la semaine africaine de la microfinance ce mercredi. Il a été question lors d'un panel des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire des pays d'Afrique. Les experts de la microfinance ont tablé justement sur l'apport de leur financement pour une agriculture plus résiliente. Voyons cela avec Carmen Madji Akapo. La finance inclusive joue un rôle clé pour aider les populations à devenir plus résilientes
en améliorant l'accès aux services financiers. Ces discussions permettent justement aux acteurs de la microfinance africaine de réfléchir sur les moyens à mettre en place pour que la finance inclusive puisse efficacement soutenir la riposte au changement climatique. Le problème de la sécurité alimentaire, c'est clé dans les continents et pas seulement. La microfinance peut vraiment contribuer de manière positive à pouvoir rendre les agriculteurs plus résilients. Il y a différents outils comme ceux de l'assurance indicielle par exemple qui peuvent permettre aux producteurs d'être beaucoup plus résilients et donc de faire face aux chocs climatiques avec des systèmes d'indemnisation qui sont liés par exemple à la pluviométrie. Il y a des aspects qui sont techniques à la fois, mais aussi de partenariat, encore une fois, de collaborer avec les gouvernements locaux pour pouvoir arriver à mettre en place des actions qui se complètent avec les politiques. Les pays africains peuvent tirer parti de leurs expériences en matière d'innovation financière basée sur la technologie pour accroître la résilience de la population grâce à des produits d'épargne et de micro-assurance. La micro-assurance, c'est le cœur des sujets de beaucoup de débats au sein de la Semaine africaine de la microfinance. Nous, ce qu'on peut dire en fait, c'est que dans la micro-assurance, il y a d'abord aussi et avant tout l'assurance santé. Et il ne faut jamais oublier qu'un producteur, par exemple, s'il est malade, sa vie est vraiment en danger aussi dans son exploitation parce qu'il ne peut plus produire, tout simplement. Et donc c'est toute sa famille qui est affectée. Donc l'assurance santé, ça me semble être vraiment prioritaire. Et puis ensuite, on parle beaucoup de l'assurance récolte, forcément, avec les aléas climatiques, les dérèglements, les fluctuations qu'on peut connaître, et puis aussi le réchauffement, évidemment, la sécheresse. Bref, sur l'assurance récolte, on est vraiment en train d'y travailler. Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont souvent déconnectées du crédit. Or, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est qu'en gros, on rejoigne l'octroi de crédit avec l'assurance récolte et qu'on le fasse à ce moment-là et qu'on discute avec l'agriculteur de ses besoins. La finance inclusive pourra renforcer l'autonomie des populations vulnérables. Cette résilience plus forte devrait accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et il n'est pas rare de voir en Afrique une saison agricole sans rendement à cause justement des effets du changement climatique. Et ce sont les petits producteurs qui en paient le plus grand tribut. Quelles approches de solutions face à la situation? Et le sujet a également été abordé en cette journée du côté de l'hôtel du 2 février. Le compte rendu de Ekoui Salah. Pour s'adapter aux effets du changement climatique, les petits producteurs africains ont besoin chaque année de plus de 450 milliards de dollars américains selon le rapport 2019 de l'IFC. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à ce financement. Conséquence, baisse de la productivité. Au Togo, comme dans bien d'autres pays du continent, le constat est le même. Le problème est posé ici pour trouver des approches de solutions. La plupart des produits que nous avons au niveau de microfinance ne sont pas aussi adaptés au changement climatique. Du coup, vous ne pouvez pas faire par exemple un prêt et on vous dit en un an, il faut le payer. La conséquence directe, c'est que vous voyez les producteurs, ils n'ont que 6 mois de production, mais ils ont un an pour pouvoir vivre. Du coup, il y a 6 mois qui sont là inactifs, mais ils doivent obligatoirement consommer. Or, quand ils font la production, dès qu'ils font la récolte des produits, ils doivent également au même moment payer le crédit. Du coup, ils ont un temps mort, mais qui ne produisent pas, mais ils feront comment? Donc, il faut vraiment mettre des mécanismes plus solides, avec des prêts plus adéquats et avec un temps de paiement plus long. Et ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir anticiper sur le changement climatique. Ça, nous avons besoin du gouvernement dans ce sens parce qu'il va falloir faire des gros investissements. De gros investissements pour promouvoir, par exemple, l'irrigation, mais aussi pour intégrer véritablement le numérique dans le secteur agricole. Ce qui demeure à ce jour un gros défi dans beaucoup de pays africains. À en croire les panélistes, l'accompagnement des producteurs agricoles doit aller au-delà du simple financement. La finance, ce n'est pas tout.
il faut avoir la composante accompagnement technique parce que les pratiques elles-mêmes qui sont mises en œuvre par les producteurs doivent être adaptées au changement climatique aussi pour leur permettre d'agir de manière plus intelligente au quotidien du fait que lorsque ces chocs climatiques-là les atteignent, qu'ils puissent rebondir plus rapidement. Donc la finance, c'est une partie majeure certainement, mais il y a beaucoup d'autres paramètres à ajouter au package. Comme des pratiques agricoles intelligentes à adopter par les pays face aux enjeux climatiques. Ces pratiques, selon les besoins de chaque État, pourront être intégrées dans les politiques agricoles pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Et lorsqu'on parle de financement des projets agricoles et bien d'autres secteurs, on ne peut occulter le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive. Il s'agit d'un ambitieux programme lancé depuis 2014 par le chef de l'État Faure Eswazim Nanyazingbe pour répondre à la problématique de l'exclusion financière. Et à la Semaine africaine de la microfinance, c'est tout un espace qui est réservé aux bénéficiaires de ce fonds. Christine Pétiké-Aloudet a recueilli le témoignage d'un de ses bénéficiaires. Regardez. Bonjour Madame Koledji Afio. Vous êtes bénéficiaire du FNFI et ça fait déjà 3 ans que vous exercez dans l'élevage de la volaille. Quels sont les avantages aujourd'hui, depuis 3 ans que vous élevez? Bien sûr, j'ai pris ma première tranche 1 million, remboursable pendant 2 ans et je rembourse par mensualité. J'ai soldé le prêt, le bénéfice que j'ai. J'étais dans une maison de clôture en branchage. Maintenant, j'ai fait la clôture en dur. C'est là mon point fort. Pour le deuxième prêt, j'ai pris 3 millions. Donc, j'ai négocié avec la banque, l'Aura Banque. Donc, je paie 410 000 francs par trimestre. J'ai affronté déjà 3 trimestres. Bientôt, je ferai la 4e tranche, c'est-à-dire le 4e trimestre de mon crédit. En termes d'avantages, qu'est-ce que vous avez concrètement réalisé? En termes d'avantages, je n'avais pas de citerne. Maintenant, j'ai fait une petite citerne pour recueil d'eau de pluie. J'ai agrandi mon poulailler, mon petit poulailler traditionnel. Je l'ai agrandi. Au premier abord, j'avais des poules Goliath, je ne payais que par centaines. Maintenant, je paie 500, 500, 500 et j'ai ajouté des dindons aux poules. C'est là que j'ai vraiment remarqué que je suis en avantage. Vous avez un message à passer à l'endroit du gouvernement. Qu'est-ce que vous direz? Je lance un grand coucou au président de la République. Grâce aux efforts qu'il nous fait, surtout à nous les femmes. J'ai même un employé que je paie par mensualité. Je suis à l'aise, je vante, je vaque comme je peux. J'assiste aux réunions, aux séances et aux foires internationales comme celle-ci. Grâce aux efforts du président de la République, je suis créateur d'établissement, créateur d'emplois. Donc, je paie quelqu'un, donc je l'ai enlevé de la pauvreté. Ok, merci beaucoup madame. Les bienfaits du FNFI vantés donc par l'un des bénéficiaires. L'Afrique, un continent tourné vers l'inclusion financière pour réduire les inégalités dans les régions et assurer son développement socio-économique. Et à l'heure où l'on nage dans un monde numérique, la technologie doit être un levier important pour atteindre cet objectif. Des initiatives sont prises par des pays et qui ont fait objet de partage durant ce 3e jour de la Semaine africaine de la microfinance. Nous retrouvons Ulrich Amega. Le 21e siècle marque une ère d'innovation technologique monumentale, propulsant le monde financier et l'inclusion financière dans une nouvelle dimension, caractérisée par la rapidité, l'accessibilité, la simplicité et l'efficacité. Des éléments importants pour le développement socio-économique de l'Afrique. Pour atteindre cet objectif, une pléthore d'initiatives a vu le jour, portées par des entreprises de technologie financière, fintech. Les transferts de fonds, les paiements de factures et les achats de produits peuvent désormais être effectués en ligne grâce à l'avènement de la technologie 3.0. Nous avons développé un outil, un terminal de paiement électronique qui permet aux marchands de pouvoir
encaisser, de pouvoir rendre de la monnaie, de pouvoir épargner. Et nous, derrière institutions financières, d'avoir la traçabilité de toutes ces opérations et mettre en place des produits de crédit qui leur conviennent parfaitement. Donc l'inclusion financière, par cet outil, est complètement favorisée. Il y a beaucoup des institutions de microfinance et des banques qui commencent à développer des produits liés à la technologie afin de satisfaire les besoins de la population burundaise, afin d'accroître le taux d'inclusion financière et aussi de permettre à celui qui n'a pas un point de service proche, qu'il utilise son smartphone afin de faire des transactions ou des paiements via le téléphone mobile. Cette avancée technologique sert de catalyseur à une finance inclusive et durable, tout en respectant les impératifs du changement climatique, un enjeu auquel l'Afrique est de plus en plus sensible. La 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance se positionne comme une plateforme de résolution pour les nations africaines. La technologie aussi nous aide dans la collecte des données qui sont très importantes, surtout à mettre en place des besoins liés à l'inclusion financière pour la population bénéficiaire des services financiers et aussi pour surtout développer l'offre du service financier pour les produits producteurs qui n'ont pas accès à l'institution financière. Entre 2006 et 2021, le taux d'inclusion financière en Afrique a connu une croissance spectaculaire, passant de 26,7% à un impressionnant 86,7%. Toutefois, le continent aspire à faire mieux encore et la technologie 3.0 se présente comme un puissant levier pour y parvenir. Elle promet de réduire les coûts de transaction, de faciliter l'accès aux services financiers et de stimuler l'entrepreneuriat. Ainsi, les gouvernements, les entreprises et les organisations doivent collaborer étroitement pour mettre en place des politiques novatrices et des infrastructures innovantes afin de réduire la fracture financière en Afrique. Voilà donc le point de la 3e journée de la Semaine africaine de la microfinance. Autre rencontre, la capitale togolaise accueille depuis ce matin le 7e symposium des chefs d'état-major des marines du Golfe de Guinée. Les pays membres et leurs partenaires partagent leurs expériences en matière de politique sécuritaire dans le domaine maritime. Il s'agira en clair de trouver des solutions aux menaces qui secouent les côtes des États du Golfe de Guinée. Abidi Nyazingbe nous en dit plus. Un parterre de marine décidé à prendre les choses en main. Le golfe de Guinée est en danger et il faut le protéger contre les actes illégaux qui mettent à nu l'économie bleue. À ce 7e symposium, des chefs d'état-major des marines du golfe de Guinée, praticiens de la mer, vont devoir fédérer leur énergie, agir pour trouver des solutions à la problématique liée à la sécurité maritime. Le golfe de Guinée est une zone de passage obligée pour tous les navires qui transitent par l'Atlantique. Une zone très riche. Et là où il y a la richesse, vous savez, il y a aussi le brigandage. Il y a aussi l'insécurité. Nous allons réfléchir ensemble autour de 3 thèmes de conférence. L'architecture de Yaoundé, la mutualisation des capacités et également sur l'état sécuritaire dans le golfe de Guinée et les mécanismes de protection de la libre navigation. La pêche illégale non déclarée et non réglementée, la pollution marine, la piraterie, des maux dont le remède nécessite l'implication non seulement des États, mais aussi celle des partenaires. Tous sont disposés à faire de cette lutte une cause commune. La marine française soutient l'architecture de Yaoundé et participe avec les pays européens et l'Europe de manière générale à la construction de cette architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. On n'est pas la seule marine, il y a aussi la marine espagnole, la marine brésilienne qui sont là, la marine italienne. On essaye d'apporter des moyens pour aider l'ensemble de nos partenaires, partenaires africains, partenaires européens, partenaires brésiliens, à trouver les solutions ensemble. L'Union européenne compte créer un concept de présence en mer et c'est pour aider les pays du Golfe de Guinée.
a continuous maritime presence in the area. Pour le ministre conseiller pour la mer du président de la République, représentant le ministre des Armées, cette initiative vient renforcer les acquis du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. À l'issue de cette rencontre de Lomé, nous avons adopté la charte de Lomé qui représente l'étape la plus récente d'un engagement progressif de l'Union africaine dans la gouvernance des mers et des océans, laquelle charte a dessiné la nouvelle architecture africaine de sûreté et de sécurité maritime, ainsi que les modalités pour développer l'économie bleue sur notre continent. Une feuille de route en rapport avec les capacités opérationnelles des différents partenaires sera mise en place pour permettre à chaque État de lutter efficacement contre la criminalité maritime. Il est à noter que ce 7e symposium des chefs d'état-major des marines et responsables des gardes-côtes du golfe de Guinée a pris fin cet après-midi sur d'importantes recommandations, notamment la création d'un groupe de travail régional chargé de suivre les progrès et la coordination des actions en conjointe. Et les participants ont également exprimé leur intention de continuer de se réunir régulièrement pour explorer de nouvelles pistes visant à renforcer la sécurité maritime dans l'espace. Notez également que les différents participants à ce symposium prendront également part à l'exercice Grand African Nemo 2023 demain au port autonome de Lomé. Les opérateurs économiques, les opérateurs des réseaux de télécommunications électroniques, les responsables de ARCEP Togo et Bénin étaient réunis depuis hier à Lomé. Ils ont tablé sur la mise en œuvre entre le Togo et le Bénin du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance. Et cette rencontre a pris fin aujourd'hui justement sur la signature d'un accord sur la problématique. Le roaming, les tarifs d'appel téléphonique et les SMS seront prises en compte. Les explications dans ce reportage de Norbert Agbedanou et la voix de Yata Aratem. Plus de soucis à se faire pour le service roaming par les utilisateurs des réseaux de communication mobile. La signature de ce protocole d'accord entre ARCEP Togo et ARCEP Bénin vise à mettre en œuvre le règlement de la CEDEAO portant sur l'itinérance des réseaux dans l'espace communautaire. Ceci pour favoriser l'intégration entre les peuples des deux pays frères. Vous êtes en déplacement, vous devez communiquer. Vous devez continuer de travailler avec aujourd'hui le télétravail. Vous avez à joindre des parents. Vos affaires dépendent de votre numéro d'abonné. Le blocage autrefois, c'est que pour communiquer à des tarifs agréables, vous êtes obligé chaque fois que vous êtes dans une capitale d'aller d'abord acquérir une carte SIM avec les autres obligations d'identification, ce qui fait que cela a des désagréments pour nos populations. Nous avons défini les moyens de l'application effective et sans faille du règlement, mais nous avons ajouté également des éléments sur la diminution, la réduction drastique des coûts de communication entre nos deux pays. Pour soulager les charges des consommateurs, le Togo et le Bénin s'accordent sur les modalités de mise en œuvre du présent contrat. Désormais, tout consommateur togolais en situation de roaming au Bénin sera traité comme s'il était résident au Bénin. Aujourd'hui, avec ce protocole d'accord, le mégaoctet est à 2,2 francs CFA, le mégaoctet. Alors quand vous décidez d'aller au Bénin, vous resterez toujours connecté, joignable, mais vous pouvez souscrire un forfait voyage qui vous permet que les tarifs soient encore plus bas que les 2,2 francs. Quand on voit les écarts entre les tarifs classiques de roaming et les tarifs de ce protocole d'accord, c'est le jour et la nuit. Le consommateur gagne énormément. C'est d'abord un règlement de la CEDEAO. Rien que sur la base de ces règlements, quand un opérateur s'abstient de mettre en œuvre, on peut le sanctionner légalement sans problème. Le Togo et le Bénin ont jusqu'au 1er janvier 2024 pour appliquer ce règlement de la CEDEAO. Tous les réseaux de téléphonie du Togo et du Bénin sont pris en compte. Rôle des garanties dans la mobilisation des financements d'une PME, cas de l'ANPGF, était le thème du mercredi de l'entrepreneur de ce mois d'octobre. L'Agence nationale de promotion et de garantie des financements des PME-PMI veut amener les opérateurs économiques
à mieux comprendre et maîtriser le mécanisme de garantie de l'agence. Ils pourront ainsi mieux y recourir dans la mobilisation des ressources financières pour développer leurs activités. Les précisions de Clarisse Aticlé. L'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les opérateurs économiques dans la recherche de financement auprès des institutions bancaires reste la garantie. En vue de les aider à relever ce défi, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI met au centre de ce webinaire, comptant pour le mercredi de l'entrepreneur de ce mois d'octobre, le rôle des garanties dans la mobilisation des financements d'une PME, cas de l'ANPGF. Lorsque l'ANPGF décide d'accompagner un promoteur sur un dossier en accordant la garantie, c'est que l'ANPGF est d'accord pour assumer 50% du risque. Donc en apportant cette garantie, l'institution financière est rassurée. Une institution qui décide de mettre en place 100 millions et qui sait que l'ANPGF, s'il y a un problème, apporte déjà 50 millions, ne sera plus obligée de demander une garantie, une hypothèque par exemple, là où le promoteur n'a pas les moyens de le faire. L'ANPGF est donc disposée à apporter cet accompagnement aux opérateurs économiques et veut les amener à mieux maîtriser le mécanisme de recours à sa garantie institutionnelle. Au sortir de cette formation, nous attendons que les opérateurs économiques qui auront mieux maîtrisé, qui auront mieux compris les mécanismes d'accompagnement de l'ANPGF en termes de garantie, fassent recours davantage aux garanties de l'ANPGF. Les opérateurs économiques seront amenés à mieux comprendre les notions de sûreté et de garantie. Qu'on soit en matière de garantie ou de sûreté, tout revient à la notion de crédit. Donc il faut inspirer confiance à l'institution financière, il faut mettre en place soit le patrimoine de l'entrepreneur ou un ensemble de biens de l'entrepreneur pour que le banquier puisse lui octroyer des crédits. Mais en même temps, les mécanismes de garantie, en l'occurrence les garanties institutionnelles comme la NPGF, permettent également aux opérateurs économiques qui sont dans les domaines éligibles au mécanisme de la NPGF d'avoir des financements. Il faut être dans les secteurs productifs, des services, les BTP. Grosso modo, tous les secteurs sont éligibles au mécanisme de la NPGF, excepté l'achat en vue de la revente en l'état. Après cette formation, des training days sont organisés par l'ANPGF, occasion pour les opérateurs économiques de trouver des réponses à leurs préoccupations particulières. Octobre rose dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein. Et dans le cadre de cette sensibilisation, justement, l'association Femmes sans cancer a choisi le grand marché de Kara. Et les membres de cette association sont allés d'étalage en étalage pour parler de la maladie aux femmes revendeuses du marché. La correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. Les membres de l'association Femmes sans cancer en séance de sensibilisation au grand marché de Kara. Une activité à mettre au registre d'Octobre Rose, mois consacré à la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. L'association Femmes sans cancer entend ainsi apporter sa contribution à la lutte contre ce cancer au Togo. Les revendeuses du grand marché de Kara ont été entretenues sur les signes de la maladie. Les signes sont observés au niveau de la peau du sein, au niveau de la forme des seins et puis au niveau des mamelons. Au niveau de la peau des seins, on peut trouver une tache, une plaie au niveau du sein, une fossette ou une veine grossie. Au niveau de la forme des seins, eh bien, un sein peut être beaucoup plus volumineux que l'autre. Et au niveau des mamelons, nous avons croûte de mamelon. Il peut avoir un mamelon enfoncé. Certes, le cancer du sein tue, mais le dépistage précoce permet aux malades de pouvoir s'en sortir. Les femmes, lorsqu'elles sentent des signes, elles tardent à aller se faire consulter. Alors, on leur a appris les gestes pour mieux connaître leur sein. Et en cas d'un changement, qu'elles n'hésitent pas à aller voir le médecin. Et également, nous les avons exhortées à la mammographie pour celles qui ont déjà 40 ans, de faire une séance de mammographie tous les 2 ans. La sensibilisation a été faite d'étalage en étalage. Les revendeuses touchées ont bien perçu le message véhiculé. Elles nous ont dit que de s'examiner après 1 mois et que si nous constatons des boules au niveau des seins,
Ça ne veut pas dire en même temps que ce sont les cancers, mais d'aller examiner à l'hôpital pour se rassurer. Ce que je viens de retenir est grand. Avec les signes montrés là, dès maintenant, si je vois ma camarade ou bien moi-même, je vois que quelque chose m'arrive sur le sein, je cours vite à l'hôpital. Parce que le cancer de sein a plusieurs manières d'attaquer. Femmes sans cancer a mené cette séance de sensibilisation grâce au soutien financier de la Fondation Tom Fay. Elle entend aussi se rendre dans les prochains jours dans les marchés de Edjaranawe et d'Abadaronou à Lomé pour la même cause. Les responsables des communes Golfe 1 et Vaud 4 veulent permettre à leur population de consommer du miel bio 100% togolais. Et pour cela, des ruches viennent d'être posées sur un site aménagé dans le canton d'Akoumapé, destiné donc à la réalisation d'un projet d'apiculture. Norbert Agbedanou et Isaka Aruna nous en parlent. 1000 ruches sont à mobiliser sur ce site d'environ 40 hectares réservés pour la réalisation de ce projet d'élevage d'abeilles. La mise en place de ces dispositifs va créer des conditions favorables permettant aux abeilles de coloniser les ruches. Nous avons des techniques de colonisation par les abeilles que nous utilisons. Il y a les charmes à abeilles, il y a la cire gaufrée et avec ça, lorsque les ruches seront colonisées, nous les suivons d'abord par une visite après 2 mois après leur colonisation pour faire l'évaluation de la colonie et s'assurer que la colonie qui est dedans peut quand même faire un bon travail et voir jusqu'à quel temps on peut s'attendre à une récolte de miel. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, il y a plusieurs étapes qui ont déjà été entamées et d'autres qui vont suivre. Nous avons eu à organiser des activités de reboisement l'année passée comme cette année également. Il fallait également penser à la sécurisation du site. Donc nous avons également eu à réaliser un certain nombre d'activités dans ce sens. Et maintenant, nous sommes vraiment en phase où il faut installer les ruches et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fruit d'un partenariat entre les communes Golfe 1 et Vaud 4. Ce projet vise à fournir du miel naturel à la population. Aussi va-t-il contribuer au développement des communautés à la base. Cette sortie constitue une autre phase de notre projet apiculture que nous menons ensemble avec la commune de Golfe 1, qui est le projet d'apiculture. La décentralisation nous a permis de mener beaucoup d'activités de développement dans nos communes. Nous avons lancé ce projet pour produire des recettes et de produire des miels qui vont alimenter tout le pays. La première récolte du miel est attendue d'ici à 12 mois après cette phase opérationnelle. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Vaud. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.